Donc merci d'être là pour la dernière conférence de ce replay 5. J'aime Destroy, Mathieu Manan, Nico, présent. Qui vont, sur le papier c'est marqué présentation des éditions Geeksline, mais je pense que je vais sortir les apéritifs, j'amène les bières et on se fait un petit apéro quoi. Je vous laisse soit vous présenter pour ceux qui voudraient le faire ou ceux qui n'auraient pas été là hier, ou sinon attaquer quand vous voulez. Je vais commencer alors, moi c'est Jean-Marc. Et j'ai fait plein de magazines dans ma jeunesse. J'ai commencé, j'avais 17 ans et j'ai commencé à Micronews. Et puis après, au fil en aiguille, j'ai fait Micronews, Joystick, Joypad, Superpower, Megaforce, Playmag. Et tout récemment, il y a 2 ans et demi, donc j'ai créé les éditions Geeksline. Pour honorer le jeu vidéo, parce que vraiment c'était une passion. Je suis tombé dedans quand j'étais petit avec l'Ori 15, c'était le premier truc que j'ai eu, la première machine que j'ai eue. Et ça m'a fait. Les jeux vidéo, ça a été toute ma vie. Et je ne savais pas comment faire en sorte, à mon niveau, d'honorer ce qui m'avait tant enthousiasmé. Et j'ai trouvé que faire des beaux bouquins et revenir sur une période qui a été extraordinaire, c'était une bonne idée, un bon concept. Voilà l'origine. Et ensuite, j'ai rencontré Mathieu, qui avait écrit déjà bien complet quand même, un bouquin sur... une vraie ébauche, mais vraiment très travaillé. En plus, il avait un peu bossé sur la maquette, etc. C'était vraiment un projet qui était bien. Moi, j'avais le tout premier bouquin que j'avais sorti aux éditions Geeksline, c'était avec Bruce Granek, qui est champion du monde là, de football, de FIFA et de PES d'ailleurs. J'avais fait le guide FIFA parce que après la période des magazines, j'avais créé la société Prima. Et c'était la filiale française de la société américaine qui faisait les guides stratégiques. Donc j'ai été vraiment bercé dans le guide stratégique aussi. Et j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de pouvoir faire avec Bruce Granek un guide FIFA. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis d'avoir un petit peu de sous pour après développer des titres plus conséquents en fabrication et beaucoup plus classe. Et le fait d'avoir rencontré Mathieu a permis en fait de lancer le premier vrai titre des éditions Geeksline, qui est donc l'ouvrage sur la Nintendo 64 Anthologie. Voilà un petit peu l'histoire de Geeksline. Voilà. C'est simple. C'est rapide. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, là, on a sorti PlayStation Anthology. En 3 volumes, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, moi, je trouve que forcément, c'est ma vie, donc c'est bien. On a sorti un bouquin sur Yu Suzuki, tout en noir et blanc. Là, il n'y a pas d'illustration ou très peu, qui est aussi qui a été écrit par Benjamin Berger, qui est vraiment un fan à 100% de Yu Suzuki, qui a aussi, je crois, 2 ans de travail pour réaliser cet ouvrage, et on apprend plein de choses dessus. Et on a aussi lancé, il y a 1 an et demi, Mega Drive 25e anniversaire, qui est un concept un peu différent, mais c'était plus compliqué à faire. Parce que Sega... voilà. Alors, dans les bouquins, il y a des questions de droit. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et Sega, j'ai pas d'autres mots, ils sont vraiment assez difficiles, pour pas dire catastrophiques. Et donc avec Sega, on ne peut pas utiliser des images de leur jeu sans leur autorisation. Donc c'est compliqué, mais ils ne peuvent pas donner l'autorisation d'utiliser des licences dont ils n'ont pas les droits. On ne peut pas utiliser par exemple une licence Electronic Arts, donc on ne peut pas mettre une photo d'un jeu Electronic Arts ou d'un jeu Capcom ou d'un jeu Konami dans un bouquin de Sega. Et on ne peut pas non plus contacter Sega, Konami, Electronic Arts, Capcom, plus Acclaim ou des sociétés THQ qui n'existent plus. Enfin, en l'occurrence, Acclaim n'existe plus, pour pouvoir faire une anthologie. Donc le concept du bouquin Mega Drive est un peu différent. On a eu un avantage et un atout quand même, c'est que Sega a vraiment grandement collaboré à l'ouvrage. Du coup, on a des plans de construction, de développement de la Mega Drive que j'aurais rêvé d'avoir il y a 25 ans, quoi. Mais vraiment. Et c'est ça qui me fait plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
20 ans, 25 ans, 30 ans en arrière, les langues se délient. C'est-à-dire que quand on fait une interview d'un développeur, il n'y a plus de pression marketing, il n'y a plus de pression commerciale. Le jeu, il s'est vendu, on n'en parle plus. Et on arrive à avoir des informations librement dans 80% des cas, pas tout le temps. Square Enix, par exemple, il y a une vraie catastrophe. Square Enix, ils relisent tout. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs assez hallucinant. Square Enix, pour le dernier volume, alors je me souviens plus de la personne dont on a interviewé, donc c'était un japonais, on a écrit les questions, on a envoyé les questions, on a écrit les questions en français, on les a fait traduire en anglais, non, on les a fait traduire en japonais, on les a envoyées en japonais, les japonais nous ont répondu en français. Incroyable. Et c'est Square Enix, donc du coup on était plutôt contents parce que ça nous évitait des frais de traduction, mais Square Enix nous a dit, bah voilà, pour vous simplifier la vie, mais c'est surtout pour contrôler après que la traduction elle soit nickel, on vous a fait directement la traduction, donc bah voilà, on avait juste à imprimer, mais on ne pouvait rien changer, pas un mot, machin et tout, c'était vraiment mais un truc stéréotypé. C'est le seul cas comme ça, sinon dans tous les autres cas, dans toutes les autres interviews, on a vraiment posé ce qu'on voulait comme question et on n'a pas été supervisé. C'est vraiment ce cas-là, cette interview-là, et je me souviens plus du nom parce que c'est un nom japonais à rallonge et je me souviens plus bien, je suis désolé. Comme il y en a beaucoup, je me rappelle plus. Et c'est vraiment... je parlais de Donny Friedman qui a vraiment... discuter librement, et il a une vie tellement riche, c'est bourré d'anecdotes. On a aussi le créateur de Crash Bandicoot. Comment il s'appelle excusez-moi, je suis fatigué. Qui nous explique aussi... en fait, il était chez lui dans un coin paumé des États-Unis, et il décide d'aller dans la... Il avait déjà un petit concept de jeu, et il part avec un copain et son chien à bord de sa décapotable. Il traverse pratiquement tous les États-Unis pour aller à un rendez-vous qu'il a eu dans la Silicon Valley. Et c'est au cours du chemin, il en a eu pour, 3, 4 jours, 5 jours de voyage. Et au fur et à mesure, l'idée du concept de Crash Bandicoot s'est affinée, s'est améliorée. Et lorsqu'ils ont eu le rendez-vous, lorsqu'ils sont arrivés pour le rendez-vous, ils avaient une idée un peu plus... proche de ce que allait donner Crash Bandicoot. Mais c'est des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on a vécu avec Crash Bandicoot, on a vécu avec les jeux vidéo. À l'époque, on ne pouvait pas avoir ce genre d'informations parce que c'est plutôt des informations confidentielles ou qui l'étaient. Parce que quand on voit Crash Bandicoot, on dit ouais, que c'était super blindé au début, c'était vachement bien organisé. Et puis ils ne pouvaient pas dire que c'était un peu fait plutôt du côté... que c'était fait de manière amateur, très amateur. Et aujourd'hui, on l'apprend, on le sait, et c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que 20 ans après, on revient sur des éléments qui étaient cachés à l'époque. Et c'est pour ça que j'aime bien faire ces bouquins. Voilà, t'as tout dit, c'est bon, on a fini. Bon, je vais me présenter aussi rapidement, du coup. Donc moi, c'est Mathieu. J'ai commencé à écrire il y a quelques années de ça sur des sites amateurs d'abord, puis après sur un site qui s'appelait gameway.fr dont le rédacteur chef était Jay, donc qui était rédacteur en chef de Gameplay RPG entre autres. Et après j'ai voulu faire mon propre truc. Je savais pas trop si je voulais faire un site web sur la Nintendo 64. Il y en avait déjà plein, donc j'avais pas trop l'intérêt. Donc du coup je me suis orienté vers un livre, en sachant pas si ça allait aboutir. Et puis, par un concours de circonstances, j'ai rencontré Jim Destroy qui voulait éditer un bouquin. Donc, on s'est entendu. Et comme mon projet était déjà pas mal avancé à ce moment-là, j'avais fait peut-être déjà la moitié. Du coup, le rythme s'est accéléré. J'ai dû mettre les bouchées doubles et faire un truc vraiment le mieux fini possible. Et finalement, c'était va y avoir 2 ans maintenant que mon premier livre est sorti. Et du coup, je continue aux éditions Geeksline à écrire. Donc j'ai écrit dans les 3 volumes de l'anthologie PlayStation. J'ai surtout rédigé des tests de jeux. Et voilà. Et t'as fait la base de données. Ouais, alors ça c'est le truc, le truc qu'on voit pas, c'est le truc qu'on voit pas, mais c'est un boulot mais monstrueux quand il faut. Parce qu'en fait on a comme la Logitech de la PlayStation, c'est plus de 4000 jeux.
pour recenser ça, c'était un enfer parce que nous, on a classé, alors pour faire un 3 volumes, on n'avait pas envie de faire j'avais pas envie de faire un premier volume avec par exemple tous les jeux de la lettre A à la lettre G par exemple. Parce qu'on avait, par exemple, dans le volume 2, on allait avoir tous les tests de jeux de Mahjong, la lettre M, tous les jeux de Mahjong à la suite, ça allait être bien chiant, bien lourd à lire. Donc je voulais vraiment classer par année, parce qu'en plus, ça permettait de voir un petit peu l'évolution des jeux, des styles de jeu d'une année à l'autre. Et puis surtout, on avait la partie historique aussi. Il fallait la partie historique, on ne pouvait pas la classer par ordre alphabétique, donc il fallait bien qu'on structure les bouquins par année. Voilà, du coup, on a fait les jeux de 98 à 99, quand la partie histoire 98 à 99 pour le volume 2, donc pour que ça reste cohérent. Et pour le volume 3, on a été rejoint par un ancien de la presse jeux vidéo aussi, Console Plus. J'ai reçu un petit coup de téléphone, mais je suis un peu à la bourre, tu peux me filer un coup de main? C'était un peu ça, ouais. Voilà. Ouais, on était un peu là-bas. En même temps, j'avais du temps à te consacrer. Voilà. Ouais, moi, je suis très content aussi qu'on se soit retrouvés. Parce que finalement, on était concurrents. Moi, je le détestais avant. Ouais, il écrit dans un magazine de merde, C'est Console la suite Plus. d'hier. Alors, pour ceux qui Personne étaient ne pas là connaît hier, Console Plus. c'est bon, Et voilà, c'est c'est hier, ça ça. l'histoire. Il écrit dans un magazine qui n'avait Pour ceux qui n'étaient pas là hier, aucune consistance. ouais, et qui se vendaient c'était 10 un- fois mieux que ton magazine. Mais il y avait quand même des gens de qualité, donc tu faisais partie dans ce magazine pourri. Et je suis content de retrouver 20 ans après. Surtout de savoir que tu habites à Cannes, moi ça me fait plaisir. Comme ça, je pourrais passer des vacances agréables. Il y a 20 ans, je relevais même pas, et là, je relève même plus. Même pas. J'ai pas changé. Ouais, non, ouais, c'est ça. Console Plus, ouais, j'ai même bossé sur Tilt dans les derniers mois de l'existence du magazine. Mais je faisais pas de test. Tilt, c'était plutôt des avis. Encore une fois, c'était pour boucher les trous. Ah, on n'a personne pour faire l'avis, le deuxième avis. Est-ce que tu veux le faire? J'ai dit ouais, bon. Donc j'ai pu dire que j'ai écrit dans Tilt, mais c'était uniquement des avis. Et sur le dernier mois ou les 2 derniers mois du magazine, je crois que c'était janvier et février 94. Voilà. Mais pour en venir aux éditions Geeksline, il y a un truc qui est très important, c'est moi j'ai la chance d'avoir vécu une période fantastique avec la presse. Et ce qui est sympa aujourd'hui, et moi ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est aussi, j'ai un peu plus, j'ai une petite expérience maintenant, et j'aimerais bien aussi pouvoir aider certaines personnes qui ont des projets. Moi, par exemple, je me souviens quand j'avais 17-18 ans, enfin 19 ans, quand je suis tombé sur Mark Andersen qui avait créé Joystick, etc. C'était vraiment un mentor pour moi. Et il m'a vraiment, c'est lui qui m'a façonné, qui m'a fait. C'est pour ça. C'est- Ah, d'accord. Ouais. Je comprends. Et c'est objectivement, il m'a vraiment rendu un fier service. Moi, je lui dois énormément de choses. Et j'ai aussi, à l'âge avançant, j'ai aussi envie de transmettre un petit peu ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait. Donc, Benjamin Berger aussi, qui a écrit Yu Suzuki, c'est pareil. Il avait un projet, il m'a dit ouais, Jean-Marc, est-ce que tu peux me financer, etc. J'ai dit oui parce que c'était bien écrit. Le bouquin était bon, le sujet était plaisant. Et donc, du coup, j'ai pu débloquer un petit budget pour pouvoir le faire. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît bien. J'aime bien, dans l'esprit, dans la psychologie, c'est quelque chose qui me plaît, de pouvoir aussi aider. Comme moi, j'ai été aidé. J'étais à l'école, j'avais 17-18 ans, je faisais mes études. Et je suis tombé sur Mark Andersen. Et moi, si je pouvais faire la même chose, c'est un truc qui me plaît bien. Intellectuellement, ça me plaît bien. Surtout que c'est très rare maintenant. C'est-à-dire que c'est un peu. Ouais, mais toi, tu as vécu ça avec Coco, Jean-François Maurice. Tu me disais ouais. un truc super sympa hier, qui était aussi rédacteur à Joypad. Ouais. Et tu m'en parlais. Et voilà, et ça, c'est bien. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, mais disons que la tendance maintenant, en fait, c'est le crowdfunding, c'est tout ce qui est genre Kickstarter, où c'est des mecs, ils trouvent personne pour les aider, du coup, ils se lancent eux-mêmes, ils font appel aux dons sur Internet. Quoi. Mais c'est une bonne solution aussi. C'est Ouais, bien. c'est une solution, mais c'est la seule, du coup. C'est pas que la seule, en tout cas. Grâce à toi, Ouais, bon, voilà. Tu donnes ta chance à des auteurs qui sont absolument pas connus. Si vous avez des idées, allez voir Jean-Marc. Ouais, mais des bonnes idées. Il y a un type, il m'a proposé un truc, mais hallucinant. Et je me suis même pas. Il voulait faire un bouquin de 300 ou 400 pages sur une série que je ne connais même pas, sur les figurines d'une série que je ne connais pas. Je me dis, putain, mais c'est quoi? Et il soutenait son truc, mais non, mais ça intéressait personne, quoi. C'était bizarre, mais il est un passionné, quoi. Mais vraiment un fou furieux de son truc. Et c'est certainement très bien, mais je vois pas non plus comment je pouvais l'aider, quoi. Puis en plus, c'est sur les figurines. Moi, je suis dans le jeu vidéo, donc c'était difficile. Ouais, je peux pas faire des choses que je connais pas, quoi. C'est difficile. Si on me demande un truc sur les pieds panthères ou les poids à tabac, je vais avoir du mal, quoi.
Il faut que le projet soit viable aussi, parce qu'il y a des fois des trucs qui sont vraiment très très spécialisés, où on dit non, c'est pas possible, ça va intéresser 5 personnes. Donc, Tu vois, il y a un type, un Australien, il a fait un bouquin, mais fantastique, mais un bouquin de 140 pages, sur Mike Tyson Punch Out. Ah oui, le jeu. Le jeu. Mais un truc, 140 pages sur Mike Tyson Punch Out. Mais remarquable. Ouais, c'est remarquable, mais on peut rien faire. En plus, il me l'envoie en anglais, d'accord, mais on peut rien faire. Et puis en plus, c'est que des matériaux qui sont copyrightés, etc. Mais en tant que bouquin de fan, c'était fantastique. Un Australien. Ils sont fous, ces Australiens. Vraiment. Ouais. Mais c'était chouette quoi, à lire. J'ai appris plein de trucs. Si vous avez des questions sur Mike Tyson Punch Out, je suis un héros. Ah non. Car, alors, j'ai posé des questions parce qu'il n'a pas le micro, le pauvre. Et quels sont tes prochains projets de livres? Eh ben écoute, je pense que tu es le mieux domaine pour en parler. Pas celui-là, un autre. Ah bah si, celui-là. Non, le prochain projet. Parce que t'as fait la Mega Drive. On se rend compte Regarde, t'as fait la PlayStation. Non, ouais, t'as fait la N64, t'as fait la Mega Drive. Ouais. Est-ce que, moi je t'ai posé la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'un bouquin sur la Super Nintendo, ça fonctionnerait pas aussi bien qu'a fonctionné la Mega Drive? Parce que finalement, la baston qu'il y avait entre Sega et Nintendo, la Super Nintendo a déjà été faite. Oui, mais pas aussi bien. Elle a déjà été faite. On va certainement s'y pencher ardemment. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai 47 ans, il faut bien que je continue à avancer, c'est de me projeter sur l'Angleterre et les États-Unis. Donc le prochain projet, c'est le bouquin de Mathieu, donc c'est un Nintendo 64, qu'on va faire en anglais. Donc là, c'est une nouvelle aventure, parce que autant en France, je maîtrise un petit peu, autant même je pouvais bénéficier un petit peu de mon nom et de ma petite notoriété en France. Aux États-Unis, en Angleterre, personne ne me connaît. Donc c'est une remise en question importante. En plus, c'est vraiment dans une langue je maîtrise un petit peu, mais je ne suis pas parfaitement bilingue non plus. C'est vraiment une nouvelle aventure. Il va falloir créer un site internet, il va falloir trouver les communautés, il va falloir trouver un distributeur, il va falloir recommencer tout. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. C'est un peu casse-gueule. Mais c'est vraiment un truc qui me motive à mort. D'ailleurs, Mathieu, il peut en témoigner. Dès que je l'ai au téléphone, je parle que de ça. Nintendo aux États-Unis, c'est quand même une marque assez forte. Oui, mais c'est un vrai problème, parce que aujourd'hui, je ne maîtrise pas tous les stages de la distribution aux États-Unis. Et quand on distribue un bouquin aux États-Unis, si tu n'en imprimes pas 30 000, tu n'es pas distribué. Et distribuer 30 000 bouquins, quand un bouquin, ça vaut 10-12 euros à imprimer, ça fait 350 000 euros. Moi, je ne les ai pas. Donc c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge et c'est un vrai risque. Donc, il faut être extrêmement prudent. Peut-être qu'on passera d'abord uniquement par l'Angleterre. C'est un marché un peu plus équivalent à celui de la France que directement d'aller aux États-Unis. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Quand on lance un nouveau projet, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est aussi extrêmement important, surtout de minimiser les risques, parce que une fois de plus, si je me plante, je ne sais pas quoi faire après. J'ai pas des idées tous les 2 jours, donc c'est pas évident. Et puis j'ai une famille aussi. Et je l'ai déjà fait. Moi, j'avais lancé un magazine et j'ai tout claqué. J'ai perdu une fortune. Lequel ? J'avais lancé Loading. Loading dans les années 2000 et ça avait super bien marché. J'avais vendu 53 000 exemplaires le premier numéro, et le deuxième numéro, j'en ai vendu 25 000. Et j'ai continué. À un moment, j'en vendais plus que 12 000. Et puis les finances, et puis les dettes, elles s'accumulent. Et puis je voulais pas arrêter, parce que c'était mon truc. C'est vraiment mon truc. Je voulais pas arrêter. Mon comptable, il me disait Jean-Marc, arrête, j'arrête. Mais comme tout le monde sait que je suis fou, j'ai continué quoi. Mais trop fou. Et après, j'ai mis en péril quand même pas mal de choses. Et donc ça, je veux absolument pas le refaire. Et ça m'a vraiment servi. J'ai vraiment une belle bave dans la gueule. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment une claque mortelle dans les joues. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à m'en relever. Là, c'était une période assez difficile. D'accord. Donc le marché international. Ouais. Sur le territoire anglais et US de l'anthologie, justement. Non, si. J'ai vu que là, sur Kickstarter, il y a eu un bouquin sur la NES.
La NES qui allait sortir par un gros collectionneur de NES aux États-Unis extrêmement connu. Toi, tu te souviens? Ah oui, c'est Pat The NES Punk, je crois que c'est lui. C'est lui, ouais. C'est un des plus gros collectionneurs. Ouais, je l'avais vu dans une vidéo de l'Angry Video Game Nerd où il montrait ses cartouches de World Championship. Je crois que les cartouches elles existent en 20 exemplaires, donc ça vaut vraiment une fortune. Ouais, c'est un collectionneur, c'est un malade. Mais alors j'ai regardé un petit peu le contenu de son bouquin, c'est pas tout à fait la même philosophie. C'est-à-dire que lui, il va vraiment s'attacher à critiquer les jeux et à lister tous les jeux. C'est le concept des anthologies, c'est vraiment d'être le plus complet possible et surtout. Donc il y a effectivement une partie historique parce que c'est toujours important de savoir et intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et surtout une partie interview parce que pour avoir le maximum d'informations c'est de rencontrer les acteurs de l'époque, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc pour répondre à ta question, il y a ce bouquin là qui existe sur NES et aujourd'hui c'est le seul exemple approchant de ce qu'on fait. Et encore, il n'est pas encore sorti. Et pour l'instant il n'y en a pas d'équivalent. Il n'est pas encore sorti, c'est exact. Non, de toute façon, il n'y a qu'en France où il y a actuellement 4 maisons d'édition qui sont dédiées exclusivement aux jeux vidéo. Ça se voit nulle part ailleurs. Ça. Il y a Omake Books, il y a Pixel Love, il y a Geeksline, il y a. Sœur Publishing, Sœur d'édition. Oui, il y a Sœur d'édition. Voilà, il y a Retroland aussi. C'est Frédéric Sanchez qui a voulu faire sur Sega. Mais ouais, on ne sait pas s'il va continuer, mais pour l'instant, il est là. Je sais pas. Donc, il y en a même 5. Ouais, il y en a 5, c'est beaucoup. Alors à l'étranger, je ne sais même pas s'il y en a une. Donc du coup, oui, il y a peut-être quelque chose à faire là-bas. Donc on va commencer par l'Angleterre avec le Nintendo 64. Donc il a fallu le réécrire un petit peu parce que quand je l'avais fait à l'origine, c'était absolument pas prévu qu'il soit traduit un jour. Et du coup, j'avais fait le texte sur toute la partie histoire. Je l'avais vraiment très axé sur le marché français parce que le Nintendo 64 en France, c'était vraiment il y avait vraiment de quoi écrire dessus. Ouais, mais Patrick Lavanant a été super sympa, et nous avait vraiment donné des explications il est pas très trop rentré précises. Dans les détails parce que je pense qu'il devait être tenu au secret, mais voilà, c'est lui qui m'a dit par exemple pourquoi la N64 était sortie avec 6 mois de retard, parce qu'il y a eu beaucoup de théories qui circulaient sur internet. Et moi, il m'a dit clairement, Patrick Lavanant, c'est celui qui avait importé le premier la NES en France. C'était pas encore Bandai, c'était ASD. Donc vous voyez les cartouches NES ASD, c'est des cartouches qui sont un petit peu différentes. Et voilà, après ça a été Bandai et donc après il est revenu directeur de Nintendo France au lancement de la Nintendo 64. Et donc c'est lui qui m'a expliqué que c'était le président de Nintendo of America, donc Arakawa, voilà, c'est le gendre de Yamauchi, le big boss de Nintendo. C'était lui qui voulait pas que la Nintendo 64 sorte en France. Voilà, il a dit que c'était un problème juridique, il n'a pas voulu rentrer dans les détails, mais voilà, c'était pas un problème de restructuration de Nintendo France, c'était pas un problème de technique par rapport à la console française qui devait avoir des composants différents, etc. Non, c'était vraiment le boss de Nintendo of America qui voulait pas qu'elle sorte. Et c'est vraiment pour ce genre de détails que je suis content de faire ces bouquins. Parce que voilà, nous on a vécu ça en direct, enfin moi on l'a vécu en direct, on n'a jamais eu d'explication, et il faut vraiment chercher, faire des investigations pour trouver enfin la réponse aux questions qu'on se posait à l'époque. Et ça, c'est chouette. C'est intellectuellement intéressant. Pour la partie histoire, parce que ça, on est obligé d'avoir des acteurs de l'époque, mais même pour des détails techniques sur certains jeux, on va voir des sites, parfois des sites spécialisés sur la console, sur certains éléments techniques. Là, par exemple, pour la Nintendo 64, c'était l'utilisation de l'expansion pack. J'allais voir sur certains sites et parfois il y avait de grosses erreurs. Du coup, il fallait que je vérifie, moi, directement avec ma console, avec mes deux consoles, sans expansion pack, etc., les différences vraiment entre de quelle manière les jeux utilisaient ou pas le périphérique. Pour que je note ça, il fallait que je voie de visu, parce que je pouvais vraiment pas me fier à ce que je voyais sur Internet, parce que des fois, il y avait vraiment des grosses erreurs, y compris dans des sites vraiment spécialisés dans le truc. Je parle même pas de Wikipédia, je parle vraiment de sites dédiés à la N64. Même Wikipédia, c'est une catastrophe. Ah non, mais Wikipédia français, à un moment, je l'ai rempli moi-même parce qu'il manquait des jeux sur la liste. J'ai vu ça, j'ai dit non. Les jeux au lancement, c'est pas les bons. Enfin, c'est une horreur. Franchement, je sais pas qui a fait ça, mais c'est. Pour le PlayStation. C'est une catastrophe, vraiment, mais une horreur. Le Wikipédia français, en tout cas, après l'anglais, je sais pas. Mais moi, de toute façon, le Wikipédia, quand je vais le voir, c'est uniquement pour avoir des informations factuelles comme les dates de sortie. Ça, voilà, il y a jamais d'erreur là-dessus. Mais après, voilà, pour les détails du jeu, le mieux, c'est encore, comme j'ai fait pour le Nintendo 64, directement jouer au jeu et me fier aussi aux avis que je lisais dans la presse de l'époque. Donc j'ai relu un petit peu les tests de Nico. J'ai relu par exemple le test il avait été testé Tetrisphère à l'époque.
Et il a été méchant avec le jeu parce que le jeu était, il était pas mauvais en fait, mais il fallait pas s'attendre à un Tetris quoi. C'était un jeu sympa, mais quand on aimait Tetris, on découvrait ça, c'était lamentable. Je m'en souviens même pas. Bah ouais, t'avais clairement dit, tu l'avais descendu en flèche, j'aurais dû t'apporter le magazine. Bah, c'est comme tout le Tetris 3D qui était injouable, les pièces tombaient dans la profondeur, on voyait rien du tout. Mais c'était la 3D, c'était la mode déjà à l'époque. C'était les vieux PC. Le passage forcé de la 2D vers la 3D, il y a des concepts qui en avaient vraiment pas besoin, pourtant les éditeurs ils poussaient pour tout le monde passe à la 3D, il faut aussi qu'on le fasse. Même le Tetris, bah oui, même le Tetris. Ouais. Donc finalement ça donnait des jeux pas terribles, mais c'est casse-gueule. Voilà. Il y a eu 2 Tetris sur Virtual Boy. Il y a eu un Tetris classique en 2D et il y a eu un Tetris en 3D aussi, en 3D fil de fer. Ouais, c'était aussi, aussi naze. De la PlayStation ? Je les ai pas tous récupérés, déjà parce que j'étais pas tout seul à écrire dans PlayStation, heureusement. Le Nintendo 64, j'étais tout seul, mais il y a moins de 400 jeux sur la console, donc j'en avais déjà la plupart, j'en avais fini la plupart, j'avais joué à ceux qui me manquaient, je m'en suis fait prêter d'autres, etc. Donc voilà, tout seul, j'ai pu le faire sans trop de problèmes. Ça a pris du temps, mais j'ai pu le faire. Pour le PlayStation, on était plusieurs. Moi, j'ai pas tous les jeux de la PlayStation. Ceux que j'ai, je dois en avoir une 50aine, 60 à peu près. Ceux que j'ai, il y en avait que j'avais fait à l'époque, il y en a que j'ai retesté, il y en a auxquels j'ai rejoué. Fear Effect, par exemple, j'ai passé peut-être 3 heures dessus et je faisais que de perdre. Il y avait quoi ? Il y avait 4 CD, non ? Ouais, il y avait 4 CD. Il y avait 4 CD. Et une mission, normalement, tu regardes le compteur, ça se finit en moins de 30 minutes. Et il ressort, Fear Effect. Il y a Révolution qui était l'éditeur du jeu. Pour fêter les 20 ans ou 25 ans de Révolution, il sort sur PC toute la collection des Chevaliers de Baphomet, dont les jeux d'aventure avec Fear Effect, etc. Fear Effect, c'était Eidos. Alors, je confonds avec un Fear quelque chose, c'était quoi ? Ah non, c'est Cold Blood, pardon. Ah oui, 203. Cold Blood. Ouais. Oui, c'était Révolution Software qui l'avait fait, qui donnait sur. Donc j'ai dit une connerie. Une de plus. Mais je ne l'ai pas écrite, celle-là. Charles Cécile a été aussi super coopératif dans le PlayStation. Ah oui, on a interviewé lui dans volume 1. Ouais. Lui aussi, c'est sympa. Il y a vraiment des trucs sympas. Fear Effect. Ah oui, ça y est, c'était quoi là ? C'était la fille qui était en C'était un style manga, il y avait 4 personnages. Non, dans le premier, il y avait 3 personnages. On suivait l'histoire de 3 personnages. C'est dans le 2 qu'il y avait 4 personnages. Dans le 2, qui est d'ailleurs une préquelle au premier. Et en fait, on incarnait souvent la fille. Et ça faisait un style. C'était pas tout à fait du cel shading, mais ça ressemblait un petit peu. Ça avait un look manga. Ça faisait très penser à Blade Runner, Ghost in the Shell, etc. Et c'était un jeu d'aventure qui était juste super difficile parce que, comme je disais, un CD, il peut se boucler en moins de 30 minutes. Mais comme on fait que de perdre tout le temps, j'ai dû perdre 50 fois. Le truc, t'as pas droit à l'erreur. T'as pas droit à l'erreur. La jouabilité, c'est encore plus rigide que Resident Evil parce que ça utilise le même principe de décor précalculé. Mais j'ai dû passer peut-être 4 heures à essayer de finir le CD1 et au final, le compteur final, ça m'a marqué 25 minutes de jeu, quoi. Le jeu, il pourrait se finir en moins d'1 heure et demie si on perdait pas. Mais sauf que comme on fait que de perdre, le jeu, il dure 8 heures à la fin. Sympa. Voilà. Ah non, mais dès qu'il m'a invité à mettre le CD2, le jeu, j'ai rangé le CD1 et j'ai rangé le jeu dans la collection, j'ai passé au jeu suivant après. Mais voilà, ça fait partie des jeux que j'ai vraiment testé à fond. Pas à fond, je l'ai pas fini non plus, mais j'ai vraiment testé avant d'écrire dessus parce qu'on a des tests qui sont plus conséquents que d'autres. Donc quand on fait un test, quand on a la responsabilité de faire un test sur Final Fantasy VII ou sur Resident Evil, il faut pas seulement se fier aux souvenirs qu'on a du jeu, il faut vraiment y rejouer parce qu'on oublie souvent des détails. Il y a vraiment une claque quand on revient au premier Resident Evil, surtout parce que le jeu a techniquement mal vieilli. Même Resident Evil 2 a mieux vieilli, mais le premier, c'était... tu sais ce que je disais hier, il y a ce qu'on a en souvenir, et quand on est confronté à la réalité, c'est pas possible que c'était autant pixelisé, et on trouvait ça tellement beau à l'époque, parce que c'était la référence de l'époque, et qu'on n'avait jamais vu mieux, puisque c'était ce qui est le plus beau à l'époque, et quand on revient maintenant... Il suffit d'aller sur YouTube et de taper Resident Evil 1 sur PlayStation 1, il y a des vidéos qui tournent en boucle. C'est impressionnant de voir le nombre de pixels. J'avais été aux Galeries Lafayette, je sais pas, j'avais 10 ans ou 11 ans peut-être, il y avait les Schtroumpfs sur ColecoVision. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, incroyable, le jeu vidéo c'est un dessin animé, c'est fantastique. J'ai rarement vu un jeu aussi pourri de ma vie. Ah ouais. Et j'étais amoureux, je me dis les Schtroumpfs, regarde comment ça bouge, mais ça fait vraiment des animés, encore. c'est extraordinaire, maman, achète-moi ça, ouais, c'est horrible.
Mais ils l'ont vendu avec ce jeu-là, la ColecoVision. C'était le jeu emblématique parce que à part le Donkey Kong qui était très très beau, qui était vraiment comme dans l'arcade, c'était sur les Schtroumpfs qu'ils avaient fait une grosse partie de leur communication. Je m'en souviens, moi, à la foire de Paris en 82, jusqu'à présent, la foire de Paris, c'était un peu le salon du jeu vidéo parce qu'il y avait vraiment une énorme partie de jeux vidéo. Mais c'était Atari qui avait la plupart des stands avec toutes les nouveautés, le Pac-Man et compagnie, qui étaient affreux, mais ils avaient du monde et il y avait des concours. Et l'année suivante, Coleco est arrivé, et là, les mecs, ils avaient complètement tout, tous les gens allaient vers ColecoVision parce que justement, il y avait les Schtroumpfs qui tournaient sur des écrans énormes à l'époque. Et Le Zaxxon était bien aussi. le Zaxxon, Zaxxon, il y avait un autre jeu, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était un shoot de 3 en profil. Et je me souviens, j'avais joué, mais pendant 3 jours, et j'avais gagné 5 jeux Atari 2600 en faisant un concours sur le CBS ColecoVision, ce qui est quand même assez fort. C'était mieux avant. Ouais, C'est sûr. c'était la foire de Paris. Alors le résident, pour rebondir là-dessus, j'ai refait le 1 et le 2 l'année dernière. Effectivement, le 1 il pique les yeux, je suis bien d'accord. Ouais. Par contre, tu baisses la lumière et l'ambiance sonore, au bout d'une demi-heure, les pixels disparaissent. Franchement, la magie revient, vraiment. Ah oui, mais Il faut se remettre dans l'ambiance. Voilà, il faut toujours s'y remettre. Ben, le problème du premier Resident Evil, le problème du premier Resident Evil déjà, c'est quand il commence avec la séquence d'introduction avec les vrais acteurs. Mais la qualité du jeu des acteurs est directement. Ouais, si tu te dis non, mais j'ai même pas regardé ça, j'ai passé directement au jeu. Mais c'est vrai que d'un point de vue technique, Resident Evil 2, je parle même pas du 3 après, mais Resident Evil 2 a beaucoup mieux vieilli que le premier. Le premier, il y a vraiment un fossé entre les deux, quoi. Et puis après, je parle même pas du remake qu'il y a eu sur GameCube qui lui a pas du tout vieilli. Ils l'ont ressorti tel quel l'année dernière sur la PS3, juste avec un lissage HD, mais sinon le jeu, il est parfait là. Lycée, tout lycée, ou tel quel. Ouais. Et là, ils ont balancé l'accélération 3D dessus. Par contre, il faut une grosse envie pour faire tourner tout ça, mais on fait passer des jeux PSX au-dessus d'un niveau de classe, par exemple. Ah, quand même. Donc, donc Resident Evil 1, mieux que Code Veronica. Pas mal. Ouais, mais moi, j'ai beaucoup joué sur le Dreamcast, qui était vraiment beau. J'ai jamais accroché à celui-là. Quand tu as toujours été vendu à Sega, toi, ça. Moi ? Ouais, tout le temps. Ah non. Code Veronica, moi je l'ai trouvé un peu longué. Ouais, disons que c'est le truc qui m'embête après, à partir de Resident Evil 3, c'est que les Resident Evil qui ont suivi le premier et le 2, c'est qu'il y a un seul cheminement en fait. Il n'y a pas des scénarios alternatifs. C'est dommage. Ah, c'était le début de la fin alors. Bah, pas dès le deuxième, mais je veux dire, voilà, Resident Evil 4, pareil, t'as un seul cheminement. Enfin, tu vois, le premier Resident Evil, t'avais peut-être une douzaine de fins différentes. Alors il y avait quelques petites variations. C'était un coup le manoir explosait, un coup le manoir explosait pas. Un coup le boss de fin il restait en vie, un coup il mourait. Enfin, il y avait plein de variations différentes. Tu pouvais sauver ton coéquipier ou pas. Donc déjà tu avais une différence. Resident Evil 2, tu avais un système de scénario parallèle qui était super bien fichu. Si tu faisais le scénario une deuxième fois, tu suivais l'aventure du deuxième personnage, mais de son point de vue, avec un nouvel ennemi et la vraie fin du jeu. Donc ça c'était fabuleux quand on pensait connaître la fin du jeu, puis quand on le finit une deuxième fois, il se passe un truc à la fin, c'est waouh, comme ça. Et puis à partir du 3, bah non, il y a un seul cheminement, une seule fin. Enfin non, il y a 2 fins dans le 3, mais c'est quasiment pas de différence. Et après voilà, c'est dommage. Et Resident Evil 0, pareil. Ça reste des bons jeux, mais ouais. Ouais, donc c'était mieux avant quoi. D'un point de vue plus général, vu que les anthologies 64, PlayStation, c'est considéré maintenant comme du rétro gaming, une console comme la GameCube, vous la rangeriez déjà dans cette catégorie ou... Alors déjà, moi j'ai un gros problème avec le mot rétro gaming. Je déteste ce mot. Pour moi, s'il n'y a pas de rétro ou de jeux vidéo, il y a des vieux jeux, il y a des jeux moins récents, mais j'aime pas cette façon de classer certains jeux dans la catégorie rétro gaming parce que c'est complètement arbitraire à partir d'une certaine période. Il y en a qui me disait l'autre jour, ouais, Tony Hawk Pro Skater, bah, c'est du rétro gaming, alors que le premier Tony Hawk, bah non, il sortirait un Tony Hawk maintenant, ça serait exactement le même gameplay. Il n'y a que la différence graphique, il n'y a que l'habillage qui change, quoi. Pour moi, il n'y a pas de rétro gaming, il y a du jeu vidéo, point barre, c'est tout. Peu importe l'année, enfin, on ne va pas parler de cinéma rétro pour un vieux film. Ah si, Ou de noir et blanc.
Enfin, on parle de classique du cinéma dans ce cas-là. Retro gaming, c'est années 80. Ouais, rétro gaming, je pense que c'est, je sais pas, la PlayStation pour moi, je sais pas, je suis assez d'accord. On dit que le rétro gaming c'est avec l'apparition du CD. CD, c'est déjà plus rétro gaming. Est-ce que la PlayStation, un CD, c'est du rétro? La Dreamcast, c'est pour moi aussi du rétro gaming. Effectivement, je suis assez d'accord avec Mathieu pour dire que. Il faut. Voilà, le classement du rétro gaming, le terme n'est pas. C'est la fin des années 70 et 80, c'est l'Atari 2600. Les consoles, jusqu'à la. Elle est même peut-être Super Nintendo, mais voilà, ça s'arrête à la PlayStation. Moi. La PlayStation, pour moi, c'est pas vraiment du rétro gaming. C'est des vieux jeux. Mais le rétro gaming, c'est comme les voitures d'occasion, enfin les voitures rétro, c'est pas, voilà, c'est de la 2 chevaux. Ça pour moi, c'est les vieilles voitures. Tu vois. Donc pour les jeux vidéo, c'est pareil. Ça s'arrête à une certaine époque. Pour moi, ça concerne essentiellement les années 80. 95, 94 peut-être la PlayStation. Ça s'arrête en 2000. On revient sur des vieux jeux. Ouais, voilà. Objectivement, c'est difficile de dater. Moi, je suis bien incapable de dater. À l'idée de dire que peu par importe. exemple, Mais Super Metroid, j'arrive pas à me dire que c'est du rétro gaming parce que le jeu, il est encore tellement jouable aujourd'hui, il est tellement parfait, il est tellement bien construit, c'est pas du tout obsolète. Ah non, je considère pas comme. Ah non, on parle pas d'obsolescence. Non, mais pour moi, le rétro gaming, si je devais qualifier certains jeux de rétro gaming, ce serait tout ce qui est l'Atari 2600 et cette période-là. Après, à partir de la NES, avec le premier Super Mario Bros, c'était quand même le jeu de plateforme moderne. C'est à la fois l'aboutissement du jeu de plateforme et les fondations du jeu de plateforme, parce que c'est lui qui a popularisé le genre, c'est lui qui était le plus abouti, c'est lui qui sert de référence encore aujourd'hui, le premier Super Mario Bros. Et à partir de là, je ne trouve pas que c'est du rétro gaming, parce que ça se joue encore super bien. Enfin, les New Super Mario Bros qui sortent encore aujourd'hui, ils sont toujours calqués sur ce modèle-là. Ah oui, moi je parlais même pas de jouabilité, etc. C'était pour moi la date de sortie. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a clairement des jeux NES ou Super NES qui sont beaucoup plus jouables que des jeux qui sortent actuellement. Ouais, mais le problème, c'est que tu peux pas. Tu vas avoir sur une même console, à une même date de sortie, tu vas avoir des jeux de qualité moindre et tu vas en avoir qui vont avoir mieux vieilli que d'autres. Et tu peux pas dire celui-là c'est rétro gaming, celui-là non, alors que c'est sorti la même année sur une. Parce qu'on n'a pas la même manière de définir le mot rétro gaming. Voilà. Voilà. Bah, c'est ça, c'est que c'est un concept Moi, complètement arbitraire. Voilà. À partir de sous PlayStation, on est sur le rétro gaming. Pour moi, la PlayStation, on n'est pas sur le rétro gaming. Voilà. C'est personnel. Ouais. 94, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, on peut dire que quand c'est en 2D, c'est rétro gaming. Avec l'apparition de la 3D, enfin, il n'y a pas de définition du rétro gaming et ça serait ridicule d'en donner une. Sûrement pas, parce qu'il y a des jeux en 2D de l'époque qui ont vachement mieux vieilli que les jeux en 3D. Quoi. Non, mais je suis d'accord, il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition du rétro gaming. Pour moi, en fait, le rétro gaming, pour moi, c'est juste le nom qu'on donne à un phénomène de mode qui fait que tout le monde rejoue aux vieux jeux. Voilà. Et dans 20 ans, ça va être quoi le rétro gaming? Bah voilà, c'est à la PS4, ça sera du rétro gaming. Il y a des jeux c'est qui sortent intemporel. Enfin, le rétro gaming, pixels, c'est l'ancien. Il y a des jeux récents qui sortent avec des gros pixels comme ça pour faire style rétro. Ils appellent ça le néo-rétro. Mais les mecs, vous allez appeler ça comment car le jeu il aura 15 ans quoi. Du rétro, néo-rétro. Enfin, faut arrêter. Le rétro gaming, pour moi, ça n'existe pas. C'est du jeu vidéo et point. C'est tout. Voilà, c'est ça. Les productions indépendantes, ça joue énormément là-dessus. Alors, je regrette un petit peu qu'ils mettent que l'accent sur les pixels. Moi, j'aimerais bien voir un jeu un jeu indépendant comme ça, façon Nintendo 64 avec des gros polygones, à la Alone in the Dark, par exemple. J'aimerais bien voir ce genre de jeu indépendant plutôt que encore des trucs avec des pixels. Voilà. Après, c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. Ça. Tu fais le parallèle avec le cinéma, en disant qu'on ne pas de rétro cinéma, mais quelque part, si tu avais une chaîne YouTube qui était spécialisée comme Nostalgie pour la musique à passer que des YouTube, tu pourrais peut-être définir le rétro à ça, le moment où ça passe sur la radio, sur la chaîne YouTube. Bah après, ouais, moi c'est vraiment une chaîne de radio. Ouais, tout seul. Ouais. Si tu veux. Oh, putain. Radio gaming. Salut les jeunes. Non, mais c'est vraiment le mot rétro en fait qui pose problème et que. Et ils englobent trop de trucs dedans. Ouais. Non, et puis objectivement, rétro, le terme principal pour moi, c'est plaisir. Ouais, voilà, c'est le maître mot. Soit on a du plaisir, soit on n'en a pas. Et quelle que soit l'époque à laquelle a été fait le jeu, quoi. C'est le plaisir qui compte. Qu'est-ce qu'on ressent quand on joue à un jeu vidéo? Qu'est-ce qui nous fait triper? C'est quoi ton premier
super souvenir. Tu dis, putain, t'as joué à un jeu, Ouais, tu mais fais, c'est tronqué. waouh, comme ça. C'est tronqué. Le premier super souvenir Non, que on j'ai, s'en fout, c'était les on s'en fout Schtroumpfs. pas. C'était les Les Schtroumpfs. Schtroumpfs. Non, c'est Ah les ouais. Schtroumpfs. Et après, avoir, parce que j'ai pas joué aux Schtroumpfs parce que du coup, mes parents ne m'ont pas offert. Ah, La ça coûtait cher, la console. ça coûtait cher. C'était l'Oricain et c'est le mystère du Kiki Grand quoi. Et j'ai tapé reniflé et l'ordinateur il m'a répondu, il y a une odeur de soufre dans la pièce. Oh putain, l'ordinateur il m'a répondu. Ah ouais. C'était génial. Ouais, toi voilà. Et toi, Mathieu c'est le truc qui m'a. Et j'ai appelé mes parents, j'ai dit regarde. Il m'a répondu. Ton premier souvenir, donc, comme ça, là, lui, c'est Mon la premier Noric. souvenir. Alors moi, la première fois que j'ai eu une manette dans les mains, ça devait, je sais pas, je devais avoir peut-être. Bon souvenir, hein, pas la première fois que tu as une manette. En mais- fait, c'est mon plus vieux souvenir. C'est mon meilleur souvenir. J'en ai eu beaucoup sur certains jeux, mais mon plus vieux souvenir, c'était, je devais avoir peut-être 3-4 ans. On m'avait mis une manette, c'était dans un magasin, on m'avait mis une manette dans les mains et c'était le jeu Donkey Kong. Je me souviens, cette image, elle est gravée, le premier niveau de Donkey Kong avec les poutres là. Parce qu'il savait lire à l'époque. Quoi Parce que tu savais lire à l'époque. donc Lire Donkey Kong. ouais, il y a besoin de lire pour jouer à Donkey À Kong. 3 ans comment tu savais que c'était Donkey Kong Ben, je me souviens, non mais l'image elle est gravée, l'écran noir avec les poutres violettes, là, Donkey Kong, puis bon, à l'époque il n'y avait pas grand chose d'autre, et on m'avait mis la manette dans les mains, et du coup je regardais l'écran, et je faisais comme si je regardais la télé, du coup je touchais pas la manette, je la tenais juste dans les mains, je regardais ce qui se passait à l'écran, et je suis perdu comme ça, mais voilà, j'étais hypnotisé par cette image, voilà. Puis après, plus tard, j'ai eu la NES, Super Mario Bros, et voilà. Bah vas-y, on te repose la question, Nico. Ah, moi, Pitfall. Le fait de pouvoir prendre une liane, et la liane était bien rigide, hein, c'était pas une liane souple, paf, et de pouvoir traverser les mares avec les crocodiles par-dessus, et le sorte de son qui imitait le cri de Tarzan, comme ça, c'était hallucinant. Alors qu'il y avait que 20 minutes de jeu maximum, mais pour moi, il y avait un cap de franchi par rapport au jeu qui était offert avec l'Atari 2600, qui était un jeu de tank et d'avion qui s'appelait comment tu dois le savoir. Ça devait s'appeler Tank, je crois, c'était un truc comme ça. Bon. Et c'était très riche. Et là, pour la première fois, il y avait, je me souviens en plus, le développeur David Crane, qui avait fait le jeu tout seul. Et d'ailleurs, un jeu Activision. David Crane, qui est devenu par la suite directeur chez Activision, c'est quelque fort, et qui est encore en activité, je crois. Et ce fait de pouvoir prendre la liane, traverser des mares de crocodiles, wow, c'était génial. Et du coup, et la musique qui t'a le plus. Les Mario. En fait, c'est tous les jeux Nintendo. Tous les jeux Nintendo. Je crois pas me souvenir, à part peut-être, parce que j'ai jamais aimé les Final Fantasy, mais les Final Fantasy, quand on rentrait dans un combat, c'était une musique qui me reste à peu près dans la tête, mais on peut prendre n'importe quel site internet, si on voit des gens qui chantent une musique de jeu vidéo, ils sont a cappella, ils chantent du Mario ou ils chantent du Zelda. Et les mecs qui jouent du piano et qui reprennent au violon, etc., c'est que des compositions de Nintendo. Et donc pour moi, les meilleures musiques, c'est la Mario World, quand j'y rejoue comme un taré sur mon PC en ce moment, là, sur un émulateur. C'est toutes ces musiques. Et encore une fois, c'est parce que ça a trait aux années 90, et donc je me souviens où j'étais quand j'étais en train de jouer, et tout ce qu'elle est avec. Mais il y a ce côté de musique qui reste en tête, qui trotte, qui reviennent sans cesse. Les musiques de Mario, pareil, sur Mario 64, quand on glissait sur le pingouin, et c'était hyper rythmé et vraiment bien fichu. Et toute l'ambiance sonore collait sur la Super Nintendo. L'écho dans la grotte, j'avais jamais entendu ça dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que chaque son qu'on avait dans le monde extérieur, qui était entre guillemets normal, prenait un écho et dans les cavernes dans lesquelles on se promenait. Et pour moi, c'était hallucinant. Et les musiques, voilà, c'était ça. Ça avait marqué beaucoup de joueurs. Le premier Zelda Link to the Past, quand on est dans la maison, puis on entend le bruit sourd de la pluie dehors, et puis quand on sort, bah là, d'un coup, Ouais. le bruit devient vraiment très très fort, comme si on se prenait de la pluie sur la tronche. C'était du jamais vu, ça. Ouais. Donc c'était je suis peut-être un pro Nintendo, mais c'était toutes les musiques de Nintendo. Je parle pas bien sûr de toutes les musiques de Donkey Kong, Dig Dug et compagnie, toutes les musiques d'intro qu'il y avait sur ces jeux-là, j'avais 12 ans à l'époque, donc forcément ça me restait en tête. Il y a tellement de trucs à dire. Dans les années 80, j'avais une mononucléose. J'étais parti en Corse chez un ami qui avait ouvert la première salle de jeux vidéo en Corse. Donc, ma convalescence, je l'ai passée toutes les journées assis dans une salle de jeux vidéo, à jouer au flipper, à Pac-Man, à Dig Dug, à Space Invaders, et à tous les jeux qu'il y avait à l'époque. Les Galaga et Galaxian, ouais, c'est ça. Galaga n'était pas encore sorti, mais Galaxian y était déjà. Voilà. Donc j'ai baigné dans ce jus-là, et c'est pour ça que maintenant j'ai un peu de mal avec toutes ces grosses productions. Les jeux sont pas mauvais, mais
Voilà, il y a un manque à la fraîcheur qu'il y avait à l'époque. Je veux dire, n'importe quel crétin pouvait dans sa chambre développer un jeu tout seul et il le sortait sur une cassette sur Amstrad, sur Spectrum. Et aujourd'hui, moi, ce qui est là où je ne me trouve pas dans les nouvelles, je suis entièrement d'accord avec toi, là, j'arrive pas à me trouver dans tout ce qui est les cartes, etc. C'est ce côté linéaire, effectivement, je ne suis pas là à jouer, j'ai pas envie de regarder un film et d'appuyer sur un bouton toutes les 5 minutes, de faire passer les séquences. Il n'y a aucun, pour moi, c'est ce manque de gameplay, et on parlait de rétro gaming. Moi, pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Au contraire, un jeu rétro gaming, c'est un jeu où on joue, où il y a du gaming, justement, et où il y a un véritable challenge, où on peut vraiment jouer, où on en chie un peu pour arriver à passer certains niveaux, et où il y a vraiment un intérêt. Non, mais c'est ça. Voilà, mais du coup, comme tu dis, finalement, c'est le mot gaming qui prédomine, c'est pas le jeu rétro, quoi. Le rétro ou pas, on s'en fout, ce qui compte, c'est le jeu. C'était difficile les jeux à l'époque. Hein. Il y avait un véritable challenge. Et pouvoir dire, c'est quoi, moi, je passais tel niveau, tu parlais de CFX tout à l'heure, moi, je me rappelle, moi, j'ai passé ce CD, et je suis arrivé jusqu'à la fin. Franchement, je me suis levé les doigts pour y arriver. Le problème de Fear Effect, c'est que le jeu en lui-même n'était pas difficile, c'est juste la prise en main qui était atroce, quoi. Parce que tu vois, c'est ce qui fait la différence. C'est ce que je disais hier, hein, c'est qu'il y a des jeux, putain, mais Pac-Man, moi j'étais fier parce que j'y arrivais à la 9e clé, Pac-Man, 9e clé. Bah tu vois, Fear Effect, quand j'ai fini le premier CD, j'en ai tiré aucune fierté, vraiment, c'était un soulagement parce que c'était vraiment une purge à finir. Même si le jeu, l'histoire, c'est vraiment super bien développé, d'ailleurs c'est ce qui te pousse à avancer dans le jeu. Mais par contre, quand j'ai fini Super Ghouls and Ghosts, 2 fois pour avoir la vraie fin, bah là putain j'étais fier de moi. Je l'ai fini avant-hier, il y a 3 jours je l'ai fini. Et la fille me dit, t'as pas le bracelet de machin. Et putain, je me recommence au début du jeu. Je dis merde, faut que je recommence tout. Sur le coup, j'avais laissé la console allumée pendant 1 heure sans y toucher, tellement j'étais dégoûté. Puis finalement, j'ai recommencé le jeu. Donc il faut recommencer une deuxième fois pour voir la vraie fin. Ouais. D'accord. Et t'as le vrai boss de fin à la fin, puis et t'as même les mentions sur la princesse. Oh putain, je vais jouer ce soir. Le boss il tient tout l'écran. Ah là là. Bon voilà, donc ouais, Super Ghouls and Ghosts, par contre ça c'est un excellent souvenir sur la Super Nintendo. Le double saut, je crois que c'est un truc qui a changé énormément de choses dans les jeux vidéo. Le fait de pouvoir sauter, et ils ont repris ça dans Titanfall il n'y a pas très longtemps, dans le dernier Call of Duty ou l'avant-dernier, ils ont aussi ce double saut qui amène une verticalité au jeu, qu'il n'y avait pas, comme tu disais, c'était hyper plat, hyper linéaire, à part monter dans des immeubles. Mais là, le fait de pouvoir se déplacer 2 fois plus haut et d'atteindre des plateformes pour à chaque fois découvrir des passages secrets. Bon, Mario a quand même bien déblayé le passage auparavant, mais quand il pouvait voler dans le Mario Bros 3 avec sa petite queue de raton laveur, là, c'était quand même hallucinant, quoi. C'est que voilà, il y a des mecs qui savent faire des jeux, il y en a d'autres qui savent s'en inspirer. Et la plus grande époque de Capcom, c'était ça, c'était les Super Ghouls and Ghosts, les Super Street Fighter, etc. Et qu'après ils se sont égarés. Megaman. Ouais, Megaman. Voilà. Mais quand je vois les productions maintenant de Capcom, c'est de la refonte Street Fighter 5, des refontes de Resident Evil, etc. C'est un peu triste, non? Je sais pas. Tout à fait. Et alors, pour rebondir là-dessus, il y a quelque chose qui a toujours été dans le jeu vidéo. On a toujours été bloqué par le hardware et par la puissance par rapport au monde. On a toujours eu quelque chose d'assez fermé, mais qui avait possibilité avec plusieurs embranchements. Bon. Et puis ensuite, on est arrivé sur des mondes de plus en plus vastes, jusqu'à arriver à vraiment ce sentiment de liberté extrême, comme dans Shenmue par exemple, où des jeux, alors à la rigueur, je pense un petit peu à Ico, même s'il est quand même assez bloqué, ou Shadow of Colossus, c'est sur PlayStation, où là on se retrouve carrément avec des univers immenses. Chez nous, on n'en parle même pas, parce que là c'est carrément une ouverture globale, et là on a vraiment un monde complet devant nous, et c'était carrément peur, parce qu'il y a des univers, il faut que j'aille, c'est vrai qu'entre le totalement linéaire et cloîtré et le monde complètement ouvert, aujourd'hui c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on a perdu ce côté monde complètement ouvert, avec cette possibilité de se balader, qu'on retrouve un petit peu sur l'online, je suis d'accord, mais voilà, il y a quelques jeux qui font ça quand même aujourd'hui. Il y a les GTA déjà. Il y a les Assassin's Creed qui restent assez ouverts, mais après le problème de Assassin's Creed pour moi c'est vraiment le gameplay, quoi. C'est super répétitif. Moi j'ai aucun plaisir à y jouer, quoi. Eh ben c'est qu'est-ce que je disais hier, c'est ça. Bien regarde, reprends le premier Zelda, le Link, pas le Zelda 3, le premier Zelda sur la NES. C'était quand même hallucinant en termes de super. Je me souviens, j'avais acheté le jeu, donc j'avais une carte à déplier. Et il y avait une partie qui était pré-remplie, et sinon toutes les cases étaient blanches. Donc je m'étais amusé à colorier les cases, etc. J'ai acheté le jeu d'occasion, la carte elle était dessinée aussi. En termes, là pour le coup, c'était un monde qui était totalement ouvert parce qu'on pouvait aller n'importe où tout de suite.
Et c'était une erreur parce qu'on se faisait laminer tout de suite par des ennemis, on n'avait pas le moyen de les détruire. Et dans le Zelda 2, je n'avais pas du tout aimé. Mais le 3, c'était un monde aussi totalement ouvert. En plus, 2 univers, le monde des ténèbres, le monde normal. En termes de jeu, je me souviens, j'ai combien 247 sauvegardes pour finir le jeu, je me souviens. T'étais Ils plus faisaient le compte à limité la en fin. termes de déplacement quand même dans Link to the Past. Dès le début, tu pouvais pas aller où tu voulais. C'est pour Alors ça, que le ils premier avaient. Zelda, tu Oui, pouvais mais vraiment aller absolument partout. ils nous guidaient sans vraiment nous guider, donc on pouvait explorer. Bon, alors, il y a des rochers qui nous bloquaient, on pouvait pas les soulever encore, mais il nous manquait le bracelet de force. Mais ça fait partie vraiment des bons souvenirs d'exploration et que j'ai pas retrouvé. Si après il y a les Skyrim, etc. Mais je suis plus du tout fan de marcher des heures pour aller d'un point A à un point B. Alors moi, ça me gonfle. J'avais acheté Oblivion, parce que tout le monde me l'avait conseillé. Oblivion, Ouais, c'est voilà. génial. Voilà. J'ai joué 10 heures, j'ai Toi, dû tu te fais monter d'un chier. seul niveau et j'ai dit non, mais c'est bon, je perds du temps là, à me balader dans les grandes herbes, à buter 2-3 loups de temps en temps. J'ai arrêté. Warcraft l'avait très très bien fait il y a 15 ans. Ça fait bien 14 ans, 13-14 ans. Quand il est sorti, on était quand même pris par la main. Et je pense que le succès du jeu vient d'aussi là, c'est qu'on pouvait explorer, mais qu'évidemment, comme dans le premier Zelda, quand on allait trop loin, qu'on n'avait pas le niveau, on se faisait massacrer. Donc on se restreignait à une petite zone, on grimpait en niveau, on pouvait après explorer. Et en ce sens-là, c'était vraiment. Il reste très très bien fait encore. Outre les graphismes, d'ailleurs, le graphisme, je pense qu'on s'en fout que le graphisme ne soit plus beau. Il est très bien tel qu'il est. Et c'est pour ça que les jeux qui n'ont pas forcément un beau graphisme ne sont pas forcément des bons jeux. Voilà. Du tout, surtout les productions actuelles, Ouais. c'est fait pour remplir une demande, quoi. Les joueurs demandent des FPS où il n'y a pas besoin de réfléchir, et bah voilà, on leur sort du Call of Duty. Et c'est exactement ça, parce que moi je tenais une boutique de jeux il n'y a pas longtemps. Un mec me demandait un jeu d'action sympa et tout. Je lui conseille un jeu sur je sais plus sur quoi c'était, la GameCube ou la PS2, c'était Second Sight. C'était un jeu par des anciens de Rare, c'est un jeu d'action-aventure vraiment super bien, avec un scénario vraiment, vraiment bien pensé, avec 2 périodes. Enfin, il y a une mission sur 2, ça se passe 6 mois avant, 6 mois après, et au fur et à mesure, le personnage gagne des pouvoirs psychiques, et c'est vraiment un super bon jeu. Ben, le mec me l'a ramené le lendemain en me disant que c'était trop compliqué, il fallait réfléchir, il y avait une histoire à suivre. Voilà. Ouais, il fallait lire. Donc bah voilà, ces gens-là, on leur sert du Call of Duty, et du coup, c'est pour ça que c'est. Ah oui, c'est ça, c'est du fast-food, c'est un mode solo qui se finit en 3 heures et basta. C'est même pas pour le solo, c'est pour jouer à plusieurs. Je dis pas que c'est des mauvais jeux, les Call of Duty, ça reste des. Mais c'est différent, c'est des pas. bons jeux, mais voilà, c'est un produit qui est fait pour satisfaire le joueur moyen et pas pour innover, pas pour. Enfin, ça a jamais marqué le jeu vidéo, Call of Duty, en termes d'innovation. Les premiers épisodes d'une série, c'est toujours marquant. Le premier Assassin's Creed, c'était quand même fabuleux. Le fait de pouvoir monter. Non, c'était l'évolution de Prince of Persia. Ouais, très répétitif, mais il y avait quand même quelque chose. Après le 2, 3, 4, etc., on se rend compte que c'est la même chose. Mais le premier Call of Duty, je me souviens, qui était à l'époque chez Electronic Arts, avec le débarquement sur la plage, là, j'ai l'impression de refaire le film Il faut sauver le soldat Ryan. Il y avait quelque chose d'assez incroyable et d'hyper immersif. C'était dans Call of Duty, ça? Je croyais que c'était. Ça s'appelait Medal of Honor. Ah oui, c'était la Medal of Honor. Ouais, qui est devenu après la série Call of Duty quand ils ont été rachetés par. Non, il y a eu Medal of Honor et Call of Duty, il y a eu les deux. Oui, mais les développeurs du premier Medal of Honor sont partis Après, chez il y a peut-être des développeurs, un truc comme ça. Bon, peu importe. Oh, je me souviens plus de ça. Moi, j'ai pas vraiment joué. Sur la plage du débarquement. Vieux, ça j'ai pas de. Ouais, j'ai pas de souvenir de. Ah, mais sur la PS. Ouais, parce que le Medal of Honor sur la PlayStation 1 qui est sorti, c'était une horreur de pixels. Là, pour le coup, on était vraiment dans les mêmes pixels que Resident Evil. Mais il y avait, je sais pas pourquoi, et c'est Alain Huyglacourt qui me l'avait filé, mais tiens, ça va te plaire. Et il m'avait filé le jeu, et j'étais passé complètement au-dessus du graphisme qui était pas beau, qui était vraiment pixelisé, mais il y avait une ambiance qui était vraiment hyper bien, c'était super scénarisé, et qui m'a rappelé l'ambiance de GoldenEye sur la 64. C'est le jeu PlayStation qui se rapproche le plus de GoldenEye de toute façon. Voilà. Pour l'anthologie PlayStation, c'est moi qui l'avais testé, le Medal of Honor, enfin les Medal of Honor, parce qu'il y en avait eu 2. Et c'est vrai que c'était les niveaux où il fallait faire des allers-retours, il y avait des objectifs à remplir, et c'était pas Doom où tu pars d'un point A, tu arrives au point B en butant tout ce qui se trouve sur ton passage. Voilà. Il y avait vraiment des objectifs à remplir et des missions variées d'un chapitre à l'autre.
Ouais, c'était un petit peu le GoldenEye de la Play, surtout Ouais, qu'on ouais. pouvait y jouer à plusieurs. Je sais plus. Si, on pouvait y jouer à plusieurs. Je sais plus si on pouvait y D'accord. jouer à 2 ou à 4, je sais plus. Mais, Voilà, donc ça fait. Voilà, c'est les vieux souvenirs de gamers. Ou je sais pas, on peut dire gamer, mais des souvenirs de joueurs. Des rétro-souvenirs d'enfance. Voilà. Mais les souvenirs sont-ils pas toujours rétro? Oui, d'accord. Ah, j'aime quoi. Bon, allez-y, on est chaud, là, on s'en fout, on a 3 heures encore. Ouais. Ah, mais on a discuté hier, je suis pas très Sega, et j'ai jamais été très Sega. Moi, je me souviens, la rédaction, c'était Spy, Richard, qui était vraiment fan de Sega, parce que, pour l'histoire, Richard travaillait à l'époque chez Sega, il était à la Hotline, et c'est le rédacteur en chef de l'époque qui était allé chercher Richard pour venir le faire travailler à Console Plus. Donc Richard avait une expérience de Sega qui était assez monstrueuse et qui était très fan. Moi, je n'aimais pas Sega dans le sens où j'aimais pas le look de la console, l'agressivité de les pubs qu'il y avait, et le graphisme qui était proposé par le manque de couleurs qu'il y avait dans les jeux Mega Drive, par exemple, qui n'était pas très bon. Et quand le Mega CD est arrivé, pour moi, c'était tellement de promesses. Quand je me souviens des premiers jeux, Night Trap, par exemple, hein, où il fallait surveiller une maison, on n'arrivait pas à jouer, mais alors c'était super, c'était du CD, donc il y avait beaucoup de cinématiques, etc. Peut-être le seul jeu que j'ai aimé sur le Mega Drive, le Mega CD, c'est peut-être Sylphid. Il me semble qu'il est sorti sur version Mega CD. C'était un shoot. Sûr? Je me souviens même pas du nom du jeu, toi. C'était en digitalisé, hein, c'était Sony Pictures qui faisait ça. Ah, peut-être. C'était dans les yeux. C'était dans une espèce de. Ah, mais c'est Michael Stewart. Un peu comme Starblade, par exemple. Ouais. Et il y avait eu. Je vais rechercher un vieux console plus, je vais rechercher le texte. Mais T'avais surkiffé la version Mega CD, qui était un jeu génial, et t'avais descendu la version 3DO, qui était en fait la même. oh putain, 3DO, oui d'accord. Vas-y, il va falloir t'expliquer là. Alors, Le prochain bouquin Geekslide, ça va être biographie, je crois. ouais, mais je me souviens même pas l'avoir testé, tu vois. Ça m'a pas marqué. Non, alors pour moi, donc le Mega CD, moi aussi, enfin je sais pas, j'ai pas d'avis vraiment prononcé dessus parce que je l'ai jamais eu entre les mains. C'est une console que j'ai jamais eu. On m'a filé, l'attaché de presse de Sega me l'avait filé quelques années plus tard où j'avais un seul jeu, c'était Puyo Puyo dessus. C'est le seul jeu auquel j'ai joué sur la Mega Drive chez moi. Voilà. Mais je peux pas. Peut-être que c'était cher à l'époque, je sais pas. Mais il y avait beaucoup de jeux. Mhm. À l'époque, quand il y avait un magazine qui s'appelait, il y avait un Gamer RPT, il me semble, c'était un magazine de jeux, un Gamer, c'était un peu d'exemplaires. Ah ouais, je connais pas. Ils avaient sorti un hors-série qu'on faisait à l'époque, donc je l'ai pas les consoles tous. Et donc, ils avaient parlé justement de l'histoire du Mega CD. Il y avait, par exemple, pour Final Fight, en France. Mhm. Ouais, si, c'est ça. Retro Games. Retro Games, non. On peut voir, c'est là que ça commence à devenir casual. D'accord. C'est quand tout le monde a commencé à s'intéresser aux jeux vidéo par rapport à des petits trucs comme ça qui étaient précieux pour nous et qu'en fait ça permet à tout le monde de se mettre dedans. Ouais, les jeux ils ont des codes, ils ont des machins, enfin c'est n'importe quoi. Enfin ça on zappe. Et donc voilà, moi j'avais trouvé ça sympa l'idée d'avoir fait une histoire sur le Mega CD par rapport au fait que, en parlant de Final Fight justement, pour préciser ce jeu-là, il y avait eu un gros partenariat avec Capcom qui s'était mis avec Sega pour développer le jeu en commun. Que le jeu soit le plus fidèle possible à l'arcade, ce qui était le cas, avec la bande-son qui avait été remasterisée. Ouais. À part l'intérêt des jeux sur CD, c'était forcément la musique. On passait sur des trucs, voilà, on passait sur des musiques qui étaient quand même hyper synthétiques, sur des musiques qualité CD, mais des cinématiques à rallonge. Ça, c'est les souvenirs que j'ai. Je me souviens, c'était quoi, New Kids on the Block, là, un jeu musical qui était sorti sur le Mega CD, c'était la folie, quoi. C'était juste la promotion d'un groupe de rock. Donc voilà. Donc j'ai pas assez joué au Mega CD pour te dire ouais j'ai pas d'avis vraiment. Enfin, moi si j'en ai rien à foutre. Voilà. Ça marchait nulle part. Ça marchait nulle part. C'était vendu peut-être 1500 balles. Petit champignon là. Puis ils ont continué. Les en plus avec périphériques la pour Saturn, console, ça n'a jamais marché. de toute 32X façon. là. Bon, Le 32X c'était encore pire. C'était encore pire. Il y a un jeu valable dessus. C'est ce qu'ils leur rajoutaient par rapport à Nintendo qui, eux, ont toujours utilisé des anciennes technologies. Ne serait-ce que dès l'apparition du Game Watch,
Ah, Nintendo toujours, oui. Ah, mais Ouais. c'est. C'était toujours sur la technologie, c'était trop en avance sur leur temps. Par exemple, la Dreamcast qui était un monstre avec Internet. C'était génial. Écran VMU sur la Alors, ça, j'ai pas tout à fait compris l'intérêt, mais. Ouais. Ouais, ça au Japon ils aiment bien les trucs comme ça, les petits périphériques. Mais voilà, mais il y avait eu la alors, même le chose sur la problème- Play. Il y avait ouais. eu le Pocket Station, c'était sorti que au Japon sur la Play et c'était un peu l'équivalent du VMU. Quoi. Ça faisait pas carte de mémoire, mais ça faisait. C'est le problème des marchés, les marchés japonais qui est tellement particulier et qui peut pas s'adapter parfaitement au marché européen et peut-être encore moins au marché américain. Et un produit qui marche au Japon ne marchera pas forcément en Europe. La Dreamcast, pour moi, c'était un excellent souvenir. La console, parce que ça correspondait à l'époque du PC au 3DFX, qui est la carte graphique, enfin la carte accélératrice 3D qu'on rajoutait sur les cartes graphiques sur les PC, qui permettait de lisser les jeux, alors que les cartes 2 ans après faisaient toute la même chose, etc. Mais donc ça correspondait à cette période-là, c'était la folie, quoi, parce que le Sega Rally sur la Dreamcast, le Code Veronica, enfin tous les jeux qui sont sortis sur Dreamcast étaient quand même Sous le Calibur. sous le Calibur, tout était super propre, quoi. Et lisser le Sega Rally avec les traces de pneus dans la neige, c'était beau, quoi. Moi, j'avais jamais vu ça. Et encore une fois, ouais, trop en avance sur le temps. Les jeux en ligne, le Phantasy Star Online, là, c'est la première fois que j'ai joué à un jeu à 4 en ligne. C'était hallucinant, quoi. Ils ont fait un petit peu la même erreur avec Internet, avec la Dreamcast, que le CD avec le Mega Drive, c'est-à-dire ils ont voulu aller plus vite que la musique. Il n'y avait aucun intérêt de sortir des jeux sur CD à l'époque où les jeux tenaient parfaitement Ouais, dans des sur une cartouches. cartouche, ouais. En termes de jeux, quand on voit Sonic CD par exemple, il n'y avait rien sorti des cinématiques et des musiques. Des cinématiques, il y a eu 2 cinématiques dans le jeu, mais sorti de ça, le jeu il pouvait tourner parfaitement sur une version cartouche, quoi. Quasiment graphiquement c'est le même que le premier Sonic de la Mega Drive, quoi. Même Sonic 3 je crois est plus beau, quoi. Sonic CD il y avait des effets sympas, à un moment on voyait la vue dessus sur certains loopings, c'était rigolo, mais graphiquement il n'y avait rien de plus. Le support était nouveau aussi, ils ne savaient pas comment exploiter. Donc ils ont utilisé la vidéo de très mauvaise qualité. Ouais, il y avait peut-être Ouais. 256 couleurs, c'était dans des fenêtres. C'est ce qui se passait sur PC, hein, le Seven Quest et compagnie, là. Le pire c'est Ah, de qu'il y toute avait la façon, Jaguar. je sais pas, mais les jeux sur cartouche étaient très chers parce que à fabriquer, la ROM était excessivement chère, ça coûtait une fortune. Et Nintendo s'est enrichi avec ça d'ailleurs. Mais les premiers jeux CD, c'était comme, je sais pas si c'était sur PC. Il me semble qu'il y avait des jeux PC Myst sur Mac aussi qui étaient sortis sur CD. C'était vraiment les CD-ROM, c'est l'exploitation des cinématiques, etc. Seven Guest. Seventh Quest, ouais, c'était Electronic Arts. Ça. Ouais. Oui, voilà, c'était trop en avance sur son temps, il n'y avait aucun intérêt, quoi, à part rajouter des vidéos. Ouais, le GD-ROM, c'est un autre problème, ils ont voulu avoir un support qui leur appartenait vraiment, pas juste un CD ou un DVD, c'était un support propriétaire. Enfin, ça nous a pas empêché de pirater on avait un CD de booting, on avait une mais copie de c'était- CD en c'était 2 ans. le Enfin, fait moi, j'en de- ai plein la cave. Que encore, hein. les tiers leur rachètent, Je le prendrai rachètent les royautés, payent des royautés plus chères Ouais, c'est que si ça. ça avait été Ouais. un support standard, quoi. J'ai une question sur la N64, le fait que Nintendo ait gardé le support cartouche alors que tout le monde passait au CD-ROM, est-ce que c'était lié au fait qu'ils ne voulaient pas se faire pirater Alors, ils bataillaient un peu pour les faire entre les jeux. l'explication officielle, celle qui a donné Miyamoto et Silicon Graphics aussi, Silicon Graphics a appuyé la décision de Miyamoto, c'était que si vous voulez sortir la console à un prix compétitif, il fallait pas qu'il y ait lecteur CD-ROM. Parce qu'à l'époque, un lecteur CD-ROM tout seul, sur PC, ça pouvait coûter 1500 francs. C'était une économie de poids. Donc, voilà, ils avaient promis la console à 250 $, ils l'ont même sorti à 200 $ au final. Et ouais, s'ils avaient dû sortir la console avec un lecteur CD-ROM, ça aurait été 100 $ de plus. Mais de toute façon, déjà à cette époque-là, Nintendo avait vraiment peur du piratage et le CD-ROM, ils n'avaient pas eu une bonne expérience avant avec le partenariat avorté avec Sony. Mais il n'y avait pas des royalties à reverser à Sony en tant que chaque utilisation de CD-ROM sur le Sony Alors en fait, le truc c'est que Philips Sony, là. si ils avaient signé le contrat avec Sony Nintendo. Le contrat était non, le contrat était fait, le contrat était quasiment signé. Nintendo a dit la veille de la signature de contrat qu'il le ferait pas. Vraiment la veille, sur un salon de jeu. Donc les mecs de Sony ils étaient complètement abasourdis. C'est à partir de là qu'ils ont développé leur console tout seul. Le truc c'est que Yamauchi en fait avait relu le contrat et ce qu'il y avait c'est que
Sony, ils se réservaient le droit de sortir tout ce qu'ils voulaient sur leur lecteur CD. C'était leur lecteur CD, donc ils voulaient sortir ce qu'ils voulaient. Et ils voulaient principalement faire, à l'époque, des logiciels de karaoké. C'est pas des jeux vidéo, le temps de développement, il n'y a pas de temps de développement, il n'y a rien à développer. Il y a les paroles, le clip vidéo, enfin voilà, c'est super rapide à faire. Et du coup, Nintendo a craint que la Logitech du lecteur CD soit envahie par ce genre de truc. Et Nintendo n'était pas du tout ouvert au multimédia à ce moment-là. Donc c'est à partir de là qu'ils ont dit ouais non en fait c'est pas une bonne idée, on va plutôt faire un partenariat avec Philips. C'est encore une autre histoire, ça c'est parce qu'ils étaient en procès avec Philips depuis la sortie de la NES sur le territoire nord-américain parce que soi-disant la NES avait plagié une première console vidéo de Philips, donc du coup pour résoudre un peu à l'amiable ce truc ils ont cédé des licences à Philips pour que Philips puisse les sortir sur CDI. Donc voilà, tout le monde connaît malheureusement l'Hôtel Mario et les 3 Zelda qui sont... Oh là 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 là. Le Zelda sur CDI. Quelle horreur. T'en as plein de choses à dire l'année prochaine. Bryce. Ouais, je vais y aller. Ouais. Je vais avoir mon train. Ouais. Encore 5 minutes? Quelque chose à rajouter? Oui, c'est le seul la question. Ouais. Donc, en dehors de la traduction en anglais de certains de vos ouvrages, est-ce que vous avez d'autres projets en français? Ah, j'ai cru qu'ils allaient oublier de poser cette question. Zut. Tu vas être obligé de répondre. Oui. Merci. Et si oui, lesquels? Aïe, Je ne c'est sais pas pas. signé encore. Il y a un truc qu'on n'a pas signé Il y aura encore. pas mal de choses, mais je peux pas encore. Ouais. Il faut que ça soit signé. Ouais, dans la. On s'est serré dans la main ce ligne- matin dans la avec lignée Jean-François, de ce avec qu'on fait, Jean-Marc. et d'autres. Et un nouvel ouvrage a été conclu aujourd'hui aussi. J'ai signé mon contrat ce matin, moi, donc... Non, alors, J'en dirai pas c'est plus. même pas celui-là. Et un deuxième ouvrage a été conclu aujourd'hui. Pour l'instant, non. il va y avoir C'est des juste, trucs pour l'instant, comme- c'est une main serrée, mais je pense que ouais, ça va se faire. Ça va se faire. C'est une main serrée. Ah bah c'est signé. Ah, la main serrée, c'est la main serrée japonaise. Ah, hein. ouais, c'est ouais, pareil attention. que Yamauchi Non. avec Sony. Hein. Il y a que Yamauchi après qui se barre en fourbe là. Il signe. C'est ça l'histoire avec Yamauchi et Sony. Hein. C'est que c'est vraiment parole de gentleman en plus de gentleman japonais. Attention. Ils disent oui, le contrat n'est pas signé, mais c'est un oui. Ils dénoncent. t'avait promis une interview et Non, ouais, c'est pas le même Yamauchi. Et, donc c'est ça la vérité, c'est que s'il y avait eu un contrat signé entre Sony et Nintendo, vu l'importance, Sony aurait attaqué Nintendo en justice. Mais là, il n'y avait pas de compris. C'était une poignée de main entre les deux énormes chefs d'entreprise japonais. C'est vraiment la poignée de main, elle fait office de confrat. Et Yamauchi, cette poignée de main, voilà. La poignée de main se transforme en claque, quoi. Et c'est exactement ça. Et donc, Sony, ils sont hors de... Enfin, au gars, là, il est hors de lui. Hors de lui. Voilà. Donc il y en aura d'autres. Attends, le jeune homme à lunettes, il vient me poser... Ah. Ah oui, c'était du décor 2D avec des personnages 3D, ouais. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah, mais quelle ambiance! Ouais. Le premier Silent Hill, tu parles? Ou de Resident Evil? Ah oui. Ouais. Mais hyper immersif. Le Silent Hill, j'ai eu des frissons. On voyait rien, il y avait le brouillard. Ça faisait. Ouais. Et ça fait partie des bons souvenirs de la PlayStation.